Hello les investisseurs, j'espère que vous avez la super forme. Faut-il investir sur Coca-Cola ou sur Pepsi? C'est une question à laquelle on va tenter de répondre tant elle est intéressante. Et j'ai l'idée de cette vidéo parce que l'autre jour j'étais en train de me balader dans des cafés, dans des restaurants, pas trop les bars parce que je ne bois pas d'alcool. Il m'arrive d'y aller mais c'est assez rare. Et j'ai remarqué que les gens, quand ils veulent consommer du soda, ils demandent un Coca-Cola et jamais de Pepsi. Et je me suis dit quand même, Pepsi c'est un des plus grands concurrents de Coca-Cola. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas présent en France? Et je me suis dit que ça aurait été plutôt pas mal de confronter vraiment ces deux leaders des boissons gazeuses dans le monde. Et vous verrez d'ailleurs que sur le papier, on a l'impression que c'est les deux mêmes entreprises, qu'elles vendent la même chose. On a l'impression que Coca-Cola vend du Coca, de la boisson Coca-Cola, et que Pepsi vend du Pepsi. Mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Et d'ailleurs, suite au récent sondage, vous êtes une écrasante majorité à préférer le Coca-Cola au Pepsi. Alors c'est vrai que la question, je l'avais posée d'un point de vue consommateur, mais ça a infirmé quelque part mon opinion sur la chose. Coca-Cola est beaucoup plus présent en France que Pepsi, et on va voir pourquoi. Alors déjà, petit rappel historique, Coca-Cola, créé en 1892, le 29 janvier 1892 à Atlanta, État de Géorgie pour être exact. C'est une société qui à la base fabriquait une seule boisson, le Coca-Cola, mais qui s'est ensuite diversifiée dans plus de 200 marques. Et dans les 200 marques, on a principalement des boissons gazeuses, dont Sprite, on a Powerade également, d'autres boissons un peu moins gazeuses comme Tropico, Fusty. D'autres boissons encore comme Jack Daniels, c'est pas une boisson gazeuse on va dire, mais tu peux la rendre gazeuse si tu ajoutes un peu de coca à l'intérieur. Je ne dis pas qu'il faut le faire, et d'ailleurs je suis assez contre tout ce qui est alcool et compagnie. On a encore des marques comme Costa Coffee et d'autres marques plus ou moins variées. Donc Coca-Cola c'est un portefeuille de plus de 200 marques. Mais uniquement concentré dans ce qui est boisson. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand je vois des personnes boire du Fanta, du Sprite et qui ont l'impression de boire une autre marque alors que tout est contrôlé par Coca. Je pense vraiment qu'on vit dans un monde où on a certaines grosses entreprises, des conglomérats qui possèdent tout. C'est le cas avec Coca, c'est le cas avec Pepsi, c'est le cas avec Total. On vit vraiment dans un monde où quasiment tous les produits qu'on consomme au quotidien appartiennent à une ou deux marques au maximum. Ensuite, on a l'entreprise Pepsi, créée en 1893 à New Bern, en Caroline du Nord. Et Pepsi, c'est un peu différent. On n'a pas les 200 marques, on a seulement, entre guillemets, 23 marques, dont 53% dans l'alimentaire, donc des choses à manger. Miam miam, et 47% dans tout ce qui est boisson. Donc dans l'alimentaire, on a des marques comme Doritos, Lay's, Fritos, Cheetos. Alors moi, ces chips, personnellement, quand j'étais ado, j'arrêtais pas d'en manger parce qu'elles ont un goût assez exceptionnel, on va dire. C'est un peu acide comme ça, et quand tu te poses devant la télé, quand tu te poses devant Netflix, moi quand je me posais devant Netflix, c'était tout début de Netflix, en 2013 je crois, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable d'avoir ça. Donc des produits que tout le monde connaît, quand vous allez au cinéma par exemple, vous voyez des gens manger des Doritos, des Fritos, des Cheetos, ça dépend vraiment du cinéma dans lequel vous allez. Pareil, si vous faites un apéro, que vous demandez aux gens de ramener quelque chose, vous allez avoir ces marques sur la table. Et pour les boissons, PepsiCo, c'est 47% de boissons dans ces marques, dont Pepsi, 7-Up, Gatorade, Tropicana. C'est déjà des boissons qu'on a tous consommées. Tu bois du Pepsi quand tu vas au Flunch, par exemple. C'était un des seuls restaurants à avoir un partenariat, un restaurant de cette ampleur à avoir un partenariat avec Pepsi. On boit aussi de la 7-Up, Gatorade pour les sportifs, pourquoi pas. Et c'est marrant de voir comment ils ont peut-être pompé le nom à Powerade de Coca-Cola. Tropicana également, si tu te dis que si tu veux faire une diète, les gens qui font des diètes prennent du Tropicana principalement. C'est assez marrant d'ailleurs, je comprends pas parce qu'il y a plus de sucre encore que dans certaines autres boissons. Mais tout ça pour dire qu'on a deux entreprises sur le papier déjà qui ont l'air différentes. Mais quand on voit, Coca-Cola c'est des boissons, c'est énormément de boissons, énormément de marques, très 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 diversifiées autour de ces marques de boissons. Et Pepsi, on a de l'alimentaire et des boissons. Donc déjà, ça
ça donne certaines perspectives pour les investisseurs. Une des choses maintenant qui est intéressante de voir aussi quand on compare Coca-Cola et PepsiCo, c'est de voir les parts de marché dans le monde, ou ce qu'on appelle market share en anglais. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez la carte. En bleu, c'est la présence de Pepsi et en rouge, la présence de Coca-Cola. Et on peut voir que, notamment aux États-Unis, Pepsi domine largement Coca-Cola. C'est quelque chose que je savais pas du tout, hein. Je pensais que Coca-Cola était partout dans le monde, qu'elle dominait partout et qu'on avait quelques petits concurrents. Et bien non, en fait, on voit que Pepsi domine majoritairement aux États-Unis et dans quelques autres pays occidentaux. Et d'ailleurs, vous pouvez voir en bas à droite dans la légende 155, 155, je vous le dire en français. This is how many liters of soft drink Argentines and Americas drink on average per year. C'est une statistique qui est assez effrayante, on va dire. Ils disent que en moyenne, eh bien, par habitant, on a une consommation de 155 litres de soda par an. C'est juste énorme. Et ça rejoint ma petite conclusion avant qu'on passe sur l'analyse des chiffres. Ok, on présente Pepsi, Coca-Cola, c'est des super marques, machin, c'est diversifié. Une belle image de marque également. Mais gardez à l'esprit, les amis investisseurs, que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde pour le corps, si tu fais une diète, si tu veux être en forme. Ne bois surtout pas de Pepsi, ne bois surtout pas de Coca-Cola. C'est vraiment du suicide. Quand j'ai arrêté de boire du Coca-Cola, je crois que c'était en 2016, j'ai perdu, je crois, 5 kilos en un mois. Donc, investis sur ces entreprises, hein, qui sont de belles entreprises, mais évite de consommer les produits. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille derrière l'écran pour faire l'analyse financière de ces deux entreprises. Et on tranchera à la fin pour voir laquelle de ces entreprises mettre en portefeuille. Est-ce qu'il faut mettre les deux ou est-ce qu'il ne faut pas investir du tout? Et nous voilà derrière l'écran pour analyser les fondamentaux de Coca-Cola et Pepsi. Et ça nous permettra de voir où est-ce qu'on peut se positionner, hein, sachant que ce que je dis dans cette vidéo, ce n'est pas des conseils d'investissement. Hein. C'est juste pour que vous fassiez votre propre idée par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis le guide spirituel de votre investissement, du moins dans cette vidéo. Ce qu'on va voir ensemble, c'est les différents critères que j'utilise personnellement. Alors, j'ai synthétisé parce qu'il y en a un peu plus. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on voit ensemble dans la formation complète. Hein. Donc, si vous êtes novice en bourse et que vous n'avez pas envie de vous farcir 48 vidéos YouTube de 48 créateurs de contenu, la formation complète, elle peut vraiment vous aider. Ça centralise tout. Vous avez accès à ma messagerie et on voit ça ensemble. Je vous accompagne vraiment sur le long terme. Le lien se trouve dans la description. Bon, pour revenir à nos moutons, eh bien, la bourse, c'est comme si tu fais la cuisine. Tu as besoin d'un certain nombre d'ingrédients pour que tes investissements soient réussis. Alors bien sûr, il peut toujours arriver des choses. Même si tu as les super ingrédients, les super critères d'investissement, que l'action coche toutes les cases, t'es pas à l'abri d'un accident. On va dire que c'est comme si tu as respecté la recette de cuisine, ton gâteau il est dans le four et tu sais pas pourquoi, il y a, on va dire, tu as une coupure de courant qui intervient et ton gâteau il peut pas cuire, tu rates ton gâteau. C'est exactement pareil. La coupure du courant, le pourcentage de chances que ça arrive, il est très très faible. Le pourcentage de chances qu'une entreprise avec des bons fondamentaux qui existe depuis longtemps, se détériore est très faible aussi. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Donc la première fournée de critères d'investissement, eh bien c'est celle-ci. On a le premier, c'est le price to cash flow, qui est en réalité un indicateur qui nous permet de voir si une entreprise est survalorisée, sous-valorisée au vu de son cash flow, qui est la trésorerie de l'entreprise. Hein. Donc la trésorerie de l'entreprise, c'est ce qui reste dans la caisse sur le compte bancaire. On a encore l'évolution des bénéfices, hein, donc c'est ce qui reste à l'entreprise une fois qu'elle a tout payé. La marge nette, c'est le pourcentage, ce qui reste une fois qu'on a tout payé, donc ce que tu mets dans ta poche. Donc imaginons que tu es une boulangerie et que tu vends des petits pains à 2 euros. Eh bien, tu vas essayer d'avoir une marge nette positive et surtout pas négative. Imaginons que tu aies moins 10% de marge nette dans ta boulangerie. Eh bien, ça veut dire qu'à chaque 100 euros que tu vends, 100 euros de petits pains que tu vends, tu perds 10 balles. Ce qui est pas forcément recommandable pour ton entreprise, on va dire. Ensuite, tu as le ROI et le retour sur investissement.
Ça, c'est un critère qui est important, qui n'est pas fondamental, mais je trouve ça intéressant de le mettre. C'est ta rentabilité quand tu as investi. Si par exemple tu as la boulangerie et que tu as investi dans un nouveau four, eh bien ton retour sur investissement permet de voir la performance de ton nouveau four, de tes nouveaux investissements. Ensuite, on a le rendement sur dividende. Le rendement sur les dividendes, c'est ce que tu vas recevoir en dividende tous les ans. Donc imaginons que tu as un rendement de 10% sur dividende, ce qui est assez rare d'ailleurs, à part si tu es un petit filou et que tu as saisi les opportunités durant les crashs boursiers. Un rendement sur dividende de 10%, ça veut dire que si tu as investi 10 000 euros sur l'action, eh bien tous les ans tu as 1 000 euros de dividendes qui tombent. C'est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième critère, deuxième fournée de critères, sachant que ces deux fournées, elles seront ensemble hein, quand on investira, quand on analysera les deux entreprises. Le premier critère, c'est le ROI, le ROE, on va dire, c'est le return on equity, c'est le retour sur capitaux propres, hein, donc c'est la rémunération des actionnaires. Plus elle est élevée, mieux c'est, on va dire. Dans le jargon populaire, on va dire que les actionnaires sont d'horribles bonhommes, mais il faut savoir que quand tu es actionnaire, bah forcément tu cherches le profit parce que tu as mis de l'argent dans l'entreprise. Taux de distribution. Le taux de distribution du dividende, c'est le pourcentage du bénéfice qui est distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Et on va chercher à avoir un taux de distribution le moins élevé, le plus faible possible, tout simplement parce qu'une entreprise qui verse l'intégralité de ses bénéfices, eh bien, c'est pas forcément preuve de soutenabilité sur le long terme. Ensuite, on a l'évolution du dividende, du dividends, comme j'ai mis là, j'ai oublié le E. C'est l'augmentation par an. Sachant que ça, on voit ça uniquement sur les marchés US, hein, il y a qu'aux États-Unis où vous voyez vos dividendes augmenter. Vu qu'en France, on est un pays anti-actionnaire, que c'est pas bon du tout pour l'image d'une entreprise d'augmenter les dividendes pour les actionnaires. On préfère ne pas le faire, chose qui est totalement débile, bien entendu. Ensuite, on a le cash flow sur dividende. C'est le cash flow par action. En gros, c'est le cash flow total divisé par action. Tu as un chiffre, par exemple 2. Et si ton dividende il a 1 euro, ça veut dire que tu as 2 fois plus de cash flow, donc de caisse, pour couvrir ton dividende. Et on va essayer toujours d'avoir un cash flow supérieur au dividende. Donc on va passer au crible maintenant, les critères financiers de Coca-Cola. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer les différents sites d'information sur lesquels je vais pour chercher les indicateurs et peut-être que ça peut vous servir. Donc le premier site, ça s'appelle Seeking Alpha, c'est un site en anglais, donc ça te permet de voir un certain nombre de choses, notamment au niveau des earnings, donc des revenus de l'entreprise. Ça nous permet de voir si tu te balades, hein, de regarder les revenus annuels de l'entreprise. Ça te permet aussi de voir des estimations. Tu as aussi des indicateurs de profitabilité, c'est ce qu'on va voir après. Donc, par exemple, ici, pour ceux qui parlent anglais, le net income margin, c'est la marge nette, 12%. Voilà, tu as un certain nombre de choses, de critères sur ce site qui sont vraiment, vraiment sympas. Je vais aussi sur FR Investing, donc c'est un peu la même chose, hein, sauf que c'est la version française. Après, il faut savoir que il y a 90% des chiffres qui sont bons, mais on en a certains des fois qui pètent un peu des câbles, notamment là le cours sur flux de trésorerie à 185, c'est un chiffre que je sais pas d'où ils le sortent, mais c'est un peu faux. Mais moi je sais à peu près les critères qui sont justes. Là on a la marge nette aussi ici, hein, c'est un critère qu'on a vu avant. Tu peux aussi regarder sur FR Investing la rentabilité des capitaux propres, c'est le return on equity. Le retour sur investissement, tu peux aussi le regarder, il est bon, c'est ce qu'on a vu avant. Le ratio de distribution, parfait aussi. Le rendement sur l'action. Donc ouais, l'idée c'est de ne pas avoir un seul et même site d'information pour regarder, c'est bien de confronter. Et revenons à nos moutons. Donc regardons ensemble les différents indicateurs financiers de Coca-Cola. Alors là, je vous ai balancé plein de chiffres dans la tronche. Je sais que ça fait mal. C'est ce qui m'est arrivé la première fois, mais une fois qu'on refait la recette de cuisine, c'est vraiment pas compliqué.
Alors déjà, on a un price to cash flow pour Coca-Cola de 21. Alors moi, je le trouve assez élevé ce ratio. Alors bien entendu, c'est pas les price to cash flow de Tesla et compagnie, hein. 21, c'est assez honnête, on va dire. Même si je préfère avoir des price to cash flows aux alentours de 18, 17. Au niveau des bénéfices, on passe de 1,2 milliard à 9,7 milliards de dollars entre 2017 et 2021. Donc moi, j'aime bien, j'adore. La marge nette à 21%. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que Coca-Cola vous vend une canette à 50 centimes ou à 1 euro, on va dire pour simplifier, eh bien il gagne 21 centimes. C'est un ratio qui est juste exceptionnel. Ça montre vraiment la solidité financière de l'entreprise Coca-Cola. Ensuite, on a le retour sur investissement à 12% qui est un très bon indicateur élevé, on va dire. Le retour sur capitaux propres, 39% de Coca-Cola, parfait aussi. 70% taux de distribution du dividende. Alors, il faut savoir que c'est assez élevé, hein, pour une entreprise qui verse des dividendes, mais tout simplement parce que Coca-Cola, c'est une entreprise qui a atteint une certaine maturité dans son secteur et qui aujourd'hui ne va pas réinvestir l'intégralité de ses bénéfices. Disons que quand tu as un certain nombre de projets que tu dois investir telle ou telle somme, tu vas pas t'amuser à investir plus que tu ne le dois. Parce que tout simplement le retour sur investissement comment dire, est négligeable. Donc c'est pour ça que Coca-Cola a un taux de distribution de 70%. Le rendement sur dividende, il est pas mal franchement pour une entreprise comme Coca. Il est à 2,95% au moment où je tourne cette vidéo, donc ça peut être intéressant. Le cash flow sur action par rapport au dividende par action, eh bien, on a un ratio de 2,91 pour 1,68. Ça veut dire que le cash flow, ce qu'il y a dans les caisses, couvre pas largement, mais couvre le dividende par action. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si vous voyez une fois que le cash flow ne couvre pas le dividende, alors il faut surtout pas acheter. C'est un gros problème et vous aurez des répercussions à long terme ou même à court terme sur le dividende, donc des coupures. Et c'est ce qu'on voit sur certaines actions françaises. Ensuite, l'évolution du dividende sur 10 ans, elle est à 6,10%. Donc ça veut dire que tous les ans, quand tu investis sur Coca-Cola, ton dividende augmente de 6,10% en moyenne. Ça peut être 10, ça peut être 2, mais tu es à 6,10% en moyenne. C'est toujours drôle les personnes qui demandent des augmentations. Alors attention, il faut demander des augmentations dans son travail, mais vous savez très bien comme moi que quand tu essaies de négocier, eh bien, tu peux peut-être avoir 3 à 4% d'augmentation de ton salaire, ce qui n'est pas énorme, hein. Tu vas passer par exemple de 1600 à 1680. Mais en bourse, sur des entreprises comme Coca-Cola, eh bien, on a des augmentations qui sont assez significatives de 6,10%. L'autre jour, j'ai regardé les fondamentaux de BlackRock et on avait des augmentations allant jusqu'à 20% par moment. Donc c'est pour ça que moi, je négocie pas mon salaire. Ça m'intéresse pas forcément. J'augmente pas forcément mes prix parce que bon, voilà, je vis très bien et je compte sur la bourse. Enfin, c'est la bourse qui augmente mon salaire mécaniquement, on va dire. Ensuite, on a les fondamentaux de Pepsi, l'entreprise de Pepsi Doritos. Donc le price to cash flow de 18,56, donc on est légèrement en dessous de Coca-Cola, donc c'est plutôt intéressant. Une augmentation du bénéfice de 4,8 milliards à 7,6 milliards de dollars, toujours sur la période 2017-2021, donc intéressant, on voit que l'entreprise augmente ses bénéfices. Marge nette à 12,57%, nettement en dessous de Coca-Cola. On est toujours sur un bon ratio, hein, mais voilà, entre une entreprise qui fait 12% et 25%, il y a quand même un monde. Retour sur investissement de 14%, donc on est similaire à Coca-Cola, c'est plutôt pas mal. Le retour sur capitaux propres de 51%, donc ça vient compenser la marge nette au-dessus de Coca-Cola. Le taux de distribution de 67%. On est aussi sur un marché assez mature, hein, quand vous vous baladez dans le monde, quand vous voyagez. Vous avez déjà vu du Pepsi, du Coca, des Doritos, des Cheetos, plein de trucs en hausse qui appartiennent à ces marques.
Donc on a une certaine maturité, donc l'entreprise va pas chercher à réinvestir tous ces gains, tous ces bénéfices. Donc autant le reverser aux actionnaires. Bénéf pour nous. Ensuite, on a le rendement sur dividende de 2,91%, donc similaire à Coca-Cola, on va dire. Le cash flow par action de 8,36 pour 4,25 dollars, c'est quasiment le double de ce qu'ils ont en caisse. Ils ont, comment dire, par rapport aux dividendes, eh bien, ils ont le double en caisse. Ça veut dire qu'on a une grosse marge de manœuvre à ce niveau-là. Et l'évolution du dividende de 7,71% en moyenne sur 10 ans. Plutôt pas mal, on va dire. Donc, je vous mets juste le tableau comparatif de Coca-Cola et Pepsi. On est sur des belles entreprises, hein, franchement. On est sur des entreprises qui ont une image de marque, qui ont des fondamentaux solides. Hein. Si par exemple je fais une analyse comparative de Renault et Stellantis, vous verrez qu'on n'est pas du tout sur ce genre de ratio, mais on est sur des ratios qui sont vraiment très bons. Donc si je reviens sur mon sondage à la question de savoir est-ce qu'on investit plutôt sur Pepsi ou Coca-Cola, vous avez été une grande majorité à préférer Coca-Cola en tant que consommateur, mais pour moi, je donne mon avis assez transparent sur la question. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi, il faut avoir les deux en portefeuille. Si tu crois en cette entreprise, si tu as regardé les fondamentaux, avoir les deux entreprises en portefeuille, ça te permet d'avoir une diversification sectorielle, hein, parce que là, si je retourne sur la photo, on l'a vu, hein, Pepsi, c'est aux États-Unis, un peu en Europe, et le reste du monde, c'est du Coca-Cola. Donc en fait, quand tu investis sur ce genre d'entreprise, eh bien, tu es diversifié géographiquement. Ensuite, les entreprises, elles ont des portefeuilles de produits assez diversifiés. C'est pas la même entreprise, hein. Coca-Cola, c'est 200 produits, Pepsi, c'est 21 ou 23 produits, je sais plus exactement. Mais ce que vous devez retenir, c'est que choisir entre deux entreprises, c'est comme choisir entre Porsche et Ferrari. C'est en fonction des goûts, c'est comme les blondes et les brunes, hein. Voilà, il n'y a pas de réponse, hein. Peut-être que vous préférez les blondes, peut-être moi les brunes, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais voilà, c'est à vous de vous faire votre propre idée en fonction de votre sensibilité. Alors pour terminer cette vidéo, sachez que si vous voulez commencer à investir en bourse, par exemple si vous avez trouvé que Coca-Cola et PepsiCo correspondent à vos objectifs, à votre profil d'investisseur, eh bien vous pouvez le faire via Trade Republic, hein, c'est mon partenaire maintenant. J'investis aussi grâce à cette plateforme, avec cette plateforme depuis plusieurs mois, donc j'en suis très satisfait. Vous avez un lien pour créer un compte, hein, donc je toucherai une commission si vous ouvrez un compte Trade Republic. Ça vous permettra de soutenir mon travail sur cette chaîne pour m'encourager encore à continuer à faire des vidéos, manger encore plus de tofu, hein, vu que je suis vegan, vous le savez. Et autre chose encore, si vous voulez commencer à investir en bourse avec les bonnes bases, hein, vous avez aussi la formation sur 3 jours où on voit ensemble les bases de la bourse. Le lien se trouve dans la description. Je dirais même que tous les liens se trouvent dans la description. Donc sur ce, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis investisseurs.